En se réveillant, elle m'a dit « J'ai encore mal, apporte-moi les médicaments ». En novembre 2011, Jean Mercier a aidé sa femme Josane à se suicider. Avec sa fille Marie-Pierre, ils reviennent sur son geste. Un geste pour lequel le tribunal de Saint-Étienne a requis 3 ans de prison avec sursis en septembre dernier. On a beau s'y attendre, on n'y croit pas vraiment. C'est pas un acte anodin, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, voilà. On savait que ça arriverait un jour. On savait bien sûr que ça arriverait un jour. Elle était dans un tel état que c'était obligé que ça arrive un jour. J'ai soupçonné ce qui se passait et j'ai amené ces médicaments, mais les normaux, ceux qu'elle prend tous les jours. Elle m'a dit « Arrête, les médicaments, tu sais bien lesquels ». Je les avais cachés au cas où, sur un coup de colère, des fois, elle aurait pu le faire sur un coup de colère, avaler ça, puis le regretter aussitôt après. Tandis que là, c'était dit tellement tranquillement, tellement sereinement, que j'ai dit, elle est au bout, elle ne peut pas aller plus loin. J'étais allé chercher, je lui ai donné. Josane, son épouse, était dépressive depuis de nombreuses années et atteinte d'ostéoporose, une maladie qui rendait ses os fragiles et provoquait des douleurs insoutenables. Une nuit, en allant aux toilettes, elle s'est cassé le poignet. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et elle ne pouvait plus supporter. La souffrance devenait exceptionnelle. Et malgré ses médicaments, un quart d'heure, 20 minutes avant qu'elle s'endorme. Et là, il est certain qu'on s'est dit des choses qu'on ne s'était peut-être jamais dit. C'est vrai, c'était d'abord un ton tranquille. C'était pas le ton de la colère, c'était un ton tranquille, apaisé. Elle m'a dit que je n'avais pas toujours été très bien avec elle. Je lui ai répondu, mais aussi d'un ton tranquille, quoi, que c'était pas moi avec elle, c'était tous les deux également, que là c'était difficile, vu sa maladie, quoi. J'ai attendu près du lit, en lui tenant un peu la main pour moment. Quand j'en pouvais plus, j'allais regarder la télé à côté. Je restais 5 minutes à la télé, ça m'énervait, je revenais au lit, enfin, va-et-vient, quoi. Je ne savais plus où j'étais, je ne savais plus ce que je faisais, je ne savais plus... dire qu'on avait parlé de nombreuses fois, tellement de nombreuses fois pour banaliser la chose, et on était persuadé que ça serait une chose banale le jour où ça arriverait, que quand vraiment ça a été le cas, j'étais surpris de voir que, en fait, chose banale, bah, c'était affreux, c'était l'horreur, l'horreur. Quand j'ai vu qu'elle était morte, j'ai appelé SOS Médecins. SOS Médecins est venu assez rapidement. Il a commencé à faire l'acte de décès. Il allait me le donner. J'ai dit, avant qu'il me le donne, j'ai dit, vous savez, elle s'est suicidée. Il a dit, bah, je ne peux pas vous donner l'acte, il faut que je téléphone à la police. La première chose que je lui ai dit au téléphone, c'est « Mais pourquoi t'as dit au médecin ce que t'avais fait ?» Et j'ai compris qu'après, que s'il ne l'avait pas dit, je pense que c'était plus fort que lui. S'il ne l'avait pas dit, pour lui, ça aurait été se sentir coupable et il voulait pas, il voulait assumer son acte complètement. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais eu l'occasion d'avoir des regrets parce que elle m'aurait reproché d'une façon certainement très violente en disant que j'avais pas de parole, en disant qu'on s'était bien mis d'accord, qu'il n'y avait pas d'ambiguïté. Et elle m'aurait, d'une façon assez vive pour le moins, elle m'aurait reproché ça. Et moi-même, si je ne l'avais pas fait, j'ai dit, ben, j'ai pas eu de courage, j'ai pas eu ce courage de le faire. Vous imaginez la difficulté de l'acte en disant, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'elle va être calme quand elle va mourir? Est-ce qu'elle va être sereine comme elle le désirait, voilà. Etc. Et c'est pour ça qu'il faut une loi. Il faut une loi, il faut qu'il y ait des gens, des médecins, qui encadrent tout ça, pas qui le banalisent, mais qui l'encadrent. Le courage d'assister à quelqu'un qui se suicide, c'est l'horreur, c'est difficile. Oh, je crois pas en Dieu, mais s'il y en a un où elle est plus heureuse, certainement.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi autour d'un thème au cœur de l'actualité, l'euthanasie. Jean Mercier, dont vous venez d'entendre le témoignage extrêmement fort, mais aussi Vincent Lambert et avant eux, Vincent et Marie Humbert. Les affaires judiciaires sur le sujet se succèdent depuis des années maintenant, entre pro et anti-euthanasie. La question du suicide assisté ne cesse d'agiter les consciences. Bonjour à tous. J'imagine que vous avez suivi l'affaire Jean Mercier ces dernières semaines. Quel regard vous portez sur leur histoire ? Moi, je trouve admirable le geste d'amour de Jean Mercier pour son épouse. Il lui avait fait une promesse, il a tenu sa promesse. Je pense que tant qu'il n'y aura pas une loi sur une aide active à mourir ou une autorisation au suicide, des cas semblables, il y en aura beaucoup. Alors, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'illogique dans cette histoire. Jean Mercier a aidé son épouse à mourir en lui fournissant un médicament à une dose mortelle. On aurait pu imaginer que d'un point de vue juridique, il soit accusé de complicité, d'empoisonnement. Non, c'est pas ça qu'on lui reproche. On lui reproche le non-assistance à personne en danger. C'est complètement illogique. Il aide sa femme à mourir. C'est un pacte qu'ils ont passé entre eux d'assistance. Alors il aurait fallu qu'après lui avoir donné ce médicament, il téléphone immédiatement au SAMU pour dire venez sauver ma femme, venez la ranimer. Je pense que cette affaire montre que la justice est bien embarrassée. Et je voudrais juste rajouter que je suis allé voir Jean Mercier pour le soutenir la veille de son procès à Saint-Étienne. Je le trouvais très digne et admirable. Il a dit quelque chose qui n'apparaît pas dans son témoignage là. Il a dit qu'il refusait cette réquisition de sursis, de peine de prison avec sursis. Pour lui, il veut soit être condamné et effectivement purger une peine, ou alors être relaxé. Et c'est extrêmement courageux de sa part pour un homme de 87 ans diminué. 3 experts sont avec nous pour nous éclairer tout au long de cette émission sur les enjeux de ce débat de société délicat. Le docteur Bernard Devalois, bonjour, merci d'être là. Claire Pénissier, bonjour, vous êtes psychologue en soins palliatifs. Et Marc Gégère, que vous connaissez, notre avocat pénaliste. Bonjour Marc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette affaire ? Eh bien, en fait, je pense que Michel a mis exactement le doigt sur la difficulté, la gêne, l'embarras de l'institution judiciaire par rapport à ce phénomène de société qu'est l'aide à mourir, l'euthanasie, etc. Effectivement, quand on regarde ce que Jean Mercier a fait, ça se rapproche plus d'une complicité active d'empoisonnement ou d'administration de substances nuisibles. Et en fait, la gêne du parquet de Saint-Étienne est telle qu'ils ont oublié ce morceau-là, si j'ose m'exprimer ainsi, et qu'ils vont le poursuivre pour avoir constaté que sa femme était dans une situation de détresse et de n'avoir pas aidé, en quelque sorte, les secours à intervenir. Ce qui devient d'un paradoxe absolument fou. Et ça, c'est vraiment très révélateur de la limite dans laquelle se trouve l'institution judiciaire et les procureurs de la République à trouver une traduction juridique à un problème qui les dépasse complètement. François, merci d'être avec nous. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes donc le neveu de Vincent Lambert et vous vous battez depuis 2 ans maintenant pour l'arrêt des traitements aux côtés de son épouse, de l'épouse de Vincent Lambert. Quelle est votre position sur le destin de votre oncle Vincent ? Pour moi, c'est assez clair. Il n'aurait pas voulu vivre dans cet état, donc il faut arrêter ses traitements, il faut arrêter de le maintenir en vie et arrêter de s'acharner sur lui. Comment vous le savez qu'il n'aurait pas voulu vivre comme ça ? Moi, j'ai une idée assez précise de sa personnalité, parce que je le connaissais. Et de mon point de vue, voilà, il m'avait dit qu'il ne voulait pas vivre comme un légume. Alors, c'est pas assez précis pour être... voilà, dans le contexte, c'est pas assez précis. Mais après, je m'appuie aussi sur le fait qu'il n'aimait pas la souffrance physique. C'est quelque chose vraiment qu'il était... il y a des gens qui ont plus ou moins de capacité à ressentir cette souffrance. Lui, il détestait ça. Il détestait la diminution physique. Il voulait pas... Voilà, c'était un bon vivant, quelqu'un qui voulait vivre à fond. Et puis surtout, il l'avait dit clairement, parce qu'il était infirmier, il l'avait dit clairement à son épouse, il l'avait dit à 13 ou 14 collègues, et il l'avait dit à son frère Joseph aussi, avec lequel il était très proche. Donc pour moi, ça ne fait aucun doute qu'il n'aurait pas voulu vivre comme ça.
Alors, ce qui est terrible, c'est que cette affaire a divisé votre famille et c'est une douleur qui s'ajoute en plus. Donc, deux clans maintenant bien précis dans votre famille. Qui défend exactement dans votre famille le maintien en vie de Vincent? Alors c'est ses deux parents, c'est son demi-frère, enfin un demi-frère, et puis une sœur de Vincent. Alors, je précise que Viviane Lambert, sa maman, on l'a invitée à venir sur notre plateau. Elle a refusé notre invitation, mais elle était évidemment invitée à venir nous voir. Et elle a elle-même écrit un livre qui s'appelle « Pour la vie de mon fils » et qui est paru en mai dernier. Donc ça fait longtemps que nous avons lancé cette invitation, mais elle a refusé de venir témoigner. Alors, docteur Devallois, le cas de Vincent Lambert est devenu une affaire judiciaire hors norme. Elle a été portée jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme cet été. Et Vincent Lambert est aujourd'hui placé sous surveillance judiciaire car il ferait l'objet d'un projet d'enlèvement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, docteur, ce que dit la loi et quels arguments lui opposent les parents de Vincent? Alors, ce que dit la loi d'avril 2005, celle qui est en vigueur aujourd'hui. Ce qu'on appelle la loi Leonetti. Ce qu'on appelle la loi Leonetti. On sait qu'on en parlera peut-être, il y a une nouvelle loi en cours d'élaboration ou de vote, mais pour l'instant, c'est la loi d'avril 2005, loi dite Leonetti, qui s'applique. Et contrairement à ce qu'on a pu entendre ici ou là, elle couvre parfaitement la situation dans laquelle est M. Vincent Lambert. Il y a des procédures qui sont prévues lorsqu'on est dans une situation comme celle dans laquelle est M. Vincent Lambert, de maintien artificiel en vie. Il y a des procédures qui permettent aux médecins d'arrêter les traitements de maintien artificiel en vie. Non pas d'arrêter les soins, c'est important de le dire, mais d'arrêter le traitement de maintien artificiel en vie. Donc si on arrête le traitement de maintien artificiel en vie... Lorsqu'ils estiment qu'il n'y a pas d'espoir, que la situation est du maloir... Lorsqu'on est dans une situation qu'on appelle une situation d'acharnement thérapeutique, la loi dit obstination déraisonnable. Donc dans ce cas, il y a des procédures, et là en l'occurrence, il y a une procédure collégiale. Moi j'ai été un des médecins consultants qui a participé à cette procédure collégiale, et de manière collégiale, c'est-à-dire à plusieurs médecins, nous avons estimé que la situation de M. Vincent Lambert était une situation parfaitement déraisonnable, pour laquelle il n'y avait aucun espoir d'amélioration, avec des données scientifiques extrêmement robustes sur le sujet. Et nous avons, conformément à la loi d'avril 2005, dit qu'il ne faut pas le maintenir artificiellement en vie. Ça a été validé sur le plan juridique. C'est vrai que moi j'aurais tendance à dire aujourd'hui, malheureusement, on n'est plus dans une affaire qui concerne les médecins, mais une affaire qui divise les différentes juridictions avec des batailles d'avocats. Et nous, les médecins, on a dit ce qu'on en pensait, c'est-à-dire qu'il n'est pas raisonnable de maintenir M. Vincent Lambert en vie. Quel lien vous unit à Vincent? Je ne sais pas si je dois parler au présent ou au passé. Parce que... Mais c'était quelqu'un de très, très gentil et de très doux. Et surtout de très respectueux de l'indépendance des autres. C'est quelque chose qui lui tenait à cœur particulièrement, justement, que les autres puissent penser différemment et puissent avoir une vision des choses qui soit différente que celle qu'on nous dicte. Comment vous avez vécu l'annonce de son accident? Déjà très rapidement, 2 jours après ou 3 jours après, j'étais à Châlons-en-Champagne pour aller le visiter. Déjà physiquement, vous voyez, il y avait des marques. Il était branché de partout, il y avait des tuyaux, il y avait les cicatrices, il y avait même un tuyau qui allait directement dans son cerveau pour aspirer le liquide qui s'était mis dedans. Là, on voyait que ça allait... que de toute façon, il y aurait des séquelles. Maintenant, je me disais qu'il y aurait une réadaptation, une rééducation. Et puis petit à petit, il y a des statistiques assez froides médicales qui tombent. Au bout d'un mois, 50% de chance en moins pour qu'il se réveille. Puis au bout de quelques mois, on apprenait que les rétractions tendineuses, ça allait le rendre de toute façon paralysé à vie, qu'il ne pourrait plus jamais marcher, qu'il ne pourrait plus jamais même se déplacer en fauteuil. Et puis au bout d'1 an et quelques, on a appris que c'était un état consolidé et que là c'était fini et qu'il n'y avait plus aucune chance de rémission et que voilà, ça s'est fait progressivement pour tout le monde, ça a été dur, mais il faut quand même bien préciser que pour les parents de Vincent, ça a toujours été nié, toutes ces étapes. Ça, toujours, nié, il y a eu, vous dites ? Ouais, toujours en fond, il y a eu une histoire de miracle qui pouvait se passer. Vincent pourrait se réveiller, mais pas très récemment encore. Il disait que Vincent allait se réveiller, qu'il fallait attendre qu'il se réveille pour qu'il nous dise ce qu'il voulait qu'on fasse pour lui. Ce qui est d'un déni total. Et pourtant, ça peut arriver parfois. Il y a parfois des miracles de gens qui sortent du coma alors qu'on pensait qu'ils ne s'en sortiraient pas. D'un point de vue scientifique, François Lambert le disait bien, lorsqu'on a une cérébrolésion, un traumatisme crânien, il peut y avoir une récupération qui n'est pas forcément
entière, mais il peut y avoir une récupération jusqu'à 1 an. Au bout d'1 an, on sait qu'il ne peut y avoir à nouveau qu'une réaggravation. On peut prendre les exemples célèbres, l'exemple de Schumacher, qui a une cérébrolésion, qui est remontée, alors il ne conduira plus une Formule 1, hein. Mais voilà, ça remonte un petit peu, même s'il peut y avoir un handicap très profond. Mais malheureusement, parfois, trop souvent, il n'y a pas cette possibilité et les lésions sont irréversibles. Et donc, au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, évidemment, après, chacun a le droit de croire ou de ne pas croire au miracle. Mais il ne faut pas s'adresser aux médecins, peut-être pas plus aux juristes d'ailleurs, pour gloser sur la possibilité de miracle. Alors effectivement, certains cas qui sont présentés comme des réveils, c'est juste des erreurs de diagnostic. C'est-à-dire qu'il s'agit effectivement de ce syndrome d'enfermement, le Hodgkin syndrome, qui a été mal dépisté. Oui, mais un traumatisme crânien avec lésions telles que celles qu'a M. Vincent Lambert, non. Et les parents répondent quoi à ça? Que les experts disent n'importe quoi, qu'ils n'ont pas... Il y a une façon que je trouve, moi, très orgueilleuse de certains membres de la famille, de ceux qui sont opposés à l'arrêt des traitements, de dire que quand on stimule quelqu'un et que dans une IRM, on voit qu'il n'y a absolument aucune réponse du cerveau parce que le cerveau est mort, de dire il fallait que ce soit moi qui lui appelle et que si je l'avais appelé, on aurait vu qu'il y avait une stimulation parce qu'il m'aurait reconnu. Sauf qu'un cerveau, pour qu'il reconnaisse qui lui parle, il faut déjà qu'il y ait une activité. Daniel et Paul, bonjour à tous les deux. Votre fils Hervé s'est retrouvé dans le même état de santé que Vincent. C'était il y a 17 ans. Lui avait 20 ans. Combien de temps a-t-il vécu comme ça? Eh bien, notre fils est resté en état végétatif pendant 8 ans et demi. Et il était complètement inconscient. Il était trachéotomisé. Il avait une sonde de gastrostomie par laquelle on le nourrissait et on l'hydratait. Et il s'étouffait pendant 8 ans et demi dans ses propres glaires. Et c'était un enfer sur la terre. Il a vécu un véritable enfer et nous, famille, avec lui. Alors Hervé est l'un des premiers en France à avoir bénéficié de la loi Leonetti. Est-ce que vous comprenez la position de François? Je comprends totalement la position de François et depuis le décès de notre fils, nous nous battons d'ailleurs pour que un regard de compassion soit jeté sur ces personnes qui sont finalement des victimes collatérales des progrès de la réanimation. Parce que plus on va aller et plus ces techniques seront au point, dès qu'on aura, si vous voulez, stabilisé un petit peu tous les paramètres biologiques de ces patients, ils pourront rester 10 ans, 20 ans dans cet état de santé, sans espoir de revenir à la vie, ce qui est encore plus cuisant pour des parents, plus désespérant, parce que quand vous vous battez dans l'espoir d'une amélioration, mais là, ce n'était pas le cas pour notre fils. J'imagine que vous, en tant que parent, vous êtes passé par toutes les étapes. Vous avez dû vous accrocher à l'espoir pendant des années, ou au moins des mois, avant d'en arriver à choisir cette solution, j'imagine. Bien, si vous voulez, la solution, nous ne l'avons pas choisie. Elle s'est un petit peu imposée à nous avec le temps. Parce que moi, j'étais quand même dans le déni pendant 1 an, 2 ans. Je ne voulais pas que mon fils souffre, donc j'étais prête à le laisser partir. Mais d'un autre côté, je faisais absolument tout ce que je pouvais pour qu'il reste avec nous. Ça passait par des lumières qu'on faisait circuler dans sa chambre, des spots. J'essayais de lui faire goûter des produits sucrés, salés, tout ce qu'il aimait, un petit peu en cachette, Monsieur de Valois le sait, un petit peu en cachette des médecins, tout ce qu'il fallait pour tenter d'éveiller ses sens. Comment vous expliquez cette dualité des sentiments que vous avez ressentis, vous, entre ces mois de déni où vous avez tout fait pour le stimuler et puis l'envie qu'il ne souffre plus? Bien, c'est un petit peu, pour le résumer, la contradiction entre le cœur et la raison. Parce que de tout mon cœur, je voulais qu'il reste avec nous.
le voir mourir me paraissait l'impensable, mais en même temps, je le voyais mourir tous les jours pendant 8 ans et demi, et voir son enfant qui n'arrête pas de mourir, c'est insurmontable pour nous, mais c'est surtout un calvaire pour lui. Parce que le coma végétatif, les médecins employaient en ce qui concerne Hervé de coma végétatif. C'est pas toujours comme on l'imagine, quelqu'un qui est alité et qui est inconscient. Ça peut être comme le cas d'Hervé, quelqu'un qui est alité, qui est inconscient, mais qui est secoué de tout innommable. Alors Claire, vous êtes psychologue en soins palliatifs depuis 7 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement le rôle, justement, des soins palliatifs? Pour moi, c'est l'accompagnement quand on ne peut plus rien faire pour la maladie. Alors le travail d'une psychologue, voilà, c'est d'écouter. Écouter et accompagner les personnes, écouter et accompagner les familles, et ça c'est très très important. Parce qu'on l'entend bien et ça me touche beaucoup, tout ce qui a été dit. Je trouve que c'est très émouvant. Les familles ont besoin vraiment d'être soutenues dans ces moments-là. Écouter et conseiller parfois. Écouter et conseiller, et puis recevoir l'imprévisible. Donc c'est un moment qui peut être un moment plein de maturation et d'épanouissement, ce moment de fin de vie. François, cela fait donc 7 ans que Vincent vit grâce à une alimentation et à de l'hydratation artificielle. J'imagine que vous allez lui rendre visite? Oui, ça m'arrive. J'y vais pas très très souvent parce que j'y vais un peu plus depuis le début de l'affaire. En fait, au début, moi, je me sentais totalement inutile. J'essayais de lui parler, mais je voyais pas très bien quel était pour lui l'intérêt à ce que je sois là. Donc j'y allais de temps en temps. C'est vrai que depuis le début de l'affaire, j'y vais un peu plus souvent et j'arrive à rester dans le silence de sa chambre. Daniel, j'imagine que vous étiez à son chevet de manière quotidienne? Oui, j'allais voir mon fils absolument tous les jours, sauf quand on partait en vacances, bien sûr. Et quand j'ai intégré cette idée qu'il partirait, on allait se battre pour qu'il parte, alors qu'avant on se battait pour qu'il reste, je le massais, je lui parlais beaucoup, je lui ai toujours parlé jusqu'à la fin. J'essayais un petit peu de rentrer on va dire, c'est un bien grand mot, mais en communication spirituelle avec lui. Et c'était des moments douloureux, mais je ne pouvais pas me passer de voir mon fils. Et Paul, vous le viviez comment? Moi, en ce qui me concerne, je ne lui rendais pas visite tous les jours. J'y allais une fois par semaine parce que c'est trop dur. J'y arrivais pas. Donc, j'avais beau lui raconter tous les événements sportifs. Hervé était très sportif. Lui parler, mais je craquais à chaque fois. C'est quoi, de le voir se dégrader? Dégradé, vous vous rendez compte, c'était un blond aux yeux verts d'1,82 m qui, au fil des années, s'est rétracté, ne mesurait plus qu'1,55 m. Je voyais, au fil des mois, des années, mon fils se dégrader. Et c'est pas possible. Imaginez 8 ans et demi sur un lit, la mâchoire inférieure qui recule avec un écart de 5 cm entre la mâchoire inférieure et supérieure. Non, mais c'est quelque chose d'indescriptible. Et je pense que je craquais à chaque fois. Oui. Je vois la photo de mon fils, là, c'est trop dur. Moi, je voudrais vraiment insister sur la responsabilité que nous, médecins, avons dans ces situations. Et notamment les médecins réanimateurs. Moi, c'est mon métier d'origine. J'ai fait beaucoup de médecine d'urgence préhospitalière, où notre objectif à ce moment-là est absolument de sauver. Mais il y a un moment, au moment de la réanimation, au moment de la phase initiale de la réanimation, où probablement la médecine s'est laissée emporter parce qu'elle peut maintenir des gens en vie. Donc, puisqu'on pouvait le faire, on l'a fait. Et dans les deux situations terribles dont on parle là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que probablement, il existe une vraie responsabilité de la médecine, et notamment de la réanimation, qui est encore une fois une discipline splendide. Je la défends fortement, c'est ma discipline d'origine. Mais il faut que nous, les médecins, on fasse attention de ne pas aller trop loin. Parce que si nous allons trop loin, qui en est la victime? D'une part, les patients dont on parle là, qui sont dans des situations terribles, mais également, et on le voit bien, les entourages, et qu'on condamne un entourage familial à une vie brisée pendant des années et des années. D'où l'importance, effectivement, que la médecine réfléchisse bien à ce qu'elle fait
et ne joue pas à l'apprenti sorcier et n'aille pas au-delà de ce qui est raisonnable, donc ne fasse pas d'acharnement thérapeutique, y compris dans ces situations de cérébrolésion. Je crois que ça, c'est vraiment une des leçons fortes. Nous ne devons plus créer par la réanimation des situations aussi tragiques que celles que nous venons d'évoquer. Paul ? Oui, docteur, est-ce que vous voulez bien ouvrir une parenthèse sur les travaux du professeur Pubacé, parce que ça rentre en plein dans ce que vous voulez dire, et je pense que c'est très important de dire ça, et vous en parlerez mieux que moi. Il nous a expliqué ce qu'il faisait, et quel serait l'aboutissement de ces travaux. Est-ce que vous voulez ouvrir une petite parenthèse à ce sujet ? Je vais essayer d'expliquer ça de manière courte et la plus simple possible. Aujourd'hui, des patients, et encore une fois, vous en êtes les uns et les autres des témoins, on réanime des gens, non pas au bénéfice du doute, mais au maléfice du doute. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, on ne ramènera pas ces gens à une vie normale. Et au contraire, on va les condamner, eux et leur entourage, à des situations terribles. Mais on ne s'en aperçoit qu'au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, certaines équipes, et notamment effectivement celle à la Pitié-Salpêtrière du professeur Pubacet, travaillent sur des outils prédictifs. C'est-à-dire qu'on soit capable, dans les 15 jours, 3 semaines après l'accident, de dire le risque est de 95%, 98%, on n'aura jamais de certitude absolue. De s'en sortir avec tel de s'en sortir ou de ne pas s'en sortir. Ouais. Et donc, à ce moment-là, effectivement, pouvoir ne pas pousser les feux de la réanimation pour maintenir à tout prix en vie et se retrouver dans des situations tragiques comme celles que vous évoquiez les uns et les autres. Vincent, c'était un service de réanimation mobile qui venait d'être mis en place, en fait, qui lui a sauvé la vie. À quelques mois près, il arrivait décédé à l'hôpital. Alors, 5 ans après l'accident, dans le cas de Vincent, l'équipe médicale a décidé donc que ce n'était pas la peine de poursuivre cet acharnement thérapeutique. Qui ont-ils averti de cette décision en premier ? Alors, ils ont associé, en fait. Ils n'avertissent pas de la décision. Le but, c'est d'associer tout le monde et de savoir ce que Vincent aurait voulu déjà pour lui-même à la base. Rachel y allant tous les jours et comme je vous ai dit, nous autres, on y allait beaucoup moins évidemment. Ses parents y allaient 4 fois par an à l'époque. Rachel y allant tous les jours, son épouse, c'est elle qui a été associée logiquement à la décision. Et c'est elle qui vous a informé de cette décision ? Et c'est tout le problème de l'affaire et c'est aussi un des moteurs que les parents de Vincent ne veulent pas admettre parce qu'en 2011... quand on leur a dit qu'une euthanasie était possible, ils avaient dit ce sera Rachel le décider, elle fait ce qu'elle veut, nous on la suit parce que c'est son mari et c'est elle la plus légitime. Là, 2 ans plus tard, ils apprennent par hasard que Vincent a arrêté ses traitements, que ni Rachel ni le CHU ne les a prévenus. Et en fait, ils pètent un plomb à ce moment-là, quelque part. Et vous pensez que s'ils avaient été prévenus, moi, j'en suis convaincu, à ce moment-là, ils n'auraient pas réagi de cette manière ? Mais je ne suis pas le seul à le penser dans la famille. C'est d'ailleurs ce manquement entre guillemets, de la part de l'équipe médicale qui va permettre à l'institution judiciaire de se mêler de cette histoire et de dire c'est à tort qu'on a arrêté, non pas parce que l'institution judiciaire se place au-dessus du médecin en disant je sais mieux ce qu'il faut faire. Il a simplement dit la procédure n'a pas été respectée. Mais c'est quoi le manquement de l'équipe médicale ? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire ? Ils auraient dû prévenir l'intégralité. Ils ont prévenu l'épouse qui était a priori la plus proche. Oui, c'est la plus proche, mais dans un cas comme celui-là, on préconise que ce soit un quasi-conseil de famille. Ouais. C'est-à-dire que tous les proches, les parents s'ils existent encore, c'est... Je ne sais pas si vous êtes oui, je suis d'accord. C'est l'ordonnance du tribunal administratif, la première, effectivement, dit qu'il faut prévenir tout le monde. Mais tout le monde, c'est qui ? Il y a un moyen très très simple d'éviter tout ça, c'est de faire en sorte que les directives anticipées soient opposables. Qu'est-ce que c'est que les directives anticipées ? Pour ceux qui ne le savent pas, toute personne parmi nous a le droit de choisir ? A le droit de déclarer officiellement, c'est un acte officiel, qu'il refuse tout acharnement thérapeutique. Ça ne veut pas dire qu'on refuse d'être soigné. Ça veut dire que, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, il y a des cas où l'acharnement thérapeutique va conduire à des catastrophes. Ça aussi, c'est dans la loi Leonetti ? Non, c'est la loi actuelle. La proposition. Les directives anticipées sont non opposables. Ça veut dire que donc c'est une évolution de la loi Leonetti, ça. Peut les consulter, c'est à titre consultatif, mais il n'est pas obligé
désappliquer. Une des avancées de la nouvelle mouture de la loi qui va être présentée, là, c'est que ces directives anticipées deviendraient opposables. Ça veut dire que personne, ni un médecin, ni à la famille, personne ne peut s'opposer à la volonté de la personne. Et cette personne qui dépose des directives anticipées choisit. Ah, c'est un organisme tout à fait officiel. Il y a... C'est pas un organisme, c'est un papier qu'on remplit et qu'on donne à l'équipe. Mais c'est tout à fait pas officiel. Du tout comme les dons d'organes. Non, Oui, non. enfin, ça a un caractère officiel à partir du moment où on sait que ça émane de la personne, qu'au moment où elle l'a fait, elle était en pleine possession de ses moyens, ce qui n'était pas d'ailleurs le cas de Vincent Lambert, voilà, qui avait ça laissé règle pas tous les aucune préconisation anticipée. Voilà, c'est Donc pour ça ça règle que je pas dis que le tous les problème aurait été réglé. Non, Oui. mais alors il faudrait Alors, dire, je voudrais finir il juste sur une que petite soit chose. stipulé dans la loi que tout le monde, à un moment donné de sa vie, par exemple de la majorité, au moment où on devient majeur, on devrait tous avoir un certain nombre de papiers à rendre. Il faut que tout le monde le fasse. Les dons d'organes, l'acharnement thérapeutique, c'est bon, on devrait tous pouvoir s'exprimer. En tant que le réclame psychologue, moi, depuis 10 j'entends ans. quand même régulièrement des gens qui ont beaucoup dit dans leur famille et souvent même écrit, voilà, le jour où moi je ne pourrai plus faire ça et être autonome sur ça, je voudrais que ça se termine. Et quand ils sont devant le fait accompli, eh bien, je remarque quand même, j'entends bien ce que vous dites, et je pense que c'est important de vraiment entendre la parole du patient et ce qu'il a dit. N'empêche que ce que je remarque moi quotidiennement, c'est des patients qui changent d'avis parce que les valeurs changent, les critères changent. Eh bien, en fait, je me trouve toujours digne de vivre, même si je suis dans cet état-là. Alors pourtant, j'avais dit, eh bien, le jour où je ne pourrai plus faire ça, et où je ne pourrai plus marcher, où je ne pourrai plus me nourrir seule, eh bien, je voudrais que ça se termine. Et les familles, parfois, poussent pour que ça se termine, alors que le patient, lui, il n'en est absolument plus là. Et je pense, voilà, attention peut-être, parce que oui, en tant que psychologue, mais ça, on peut remettre en cause ses propres directives. Bien sûr. Les directives On peut anticipées, les mettre à jour. D'ailleurs, elles sont s'exprimer, mises à jour on peut tous les le dire. 3 ans automatiquement. Mais à tout moment, on peut les révoquer. Tout à fait. Et je voudrais terminer sur une chose. On désigne 2 personnes de confiance qui sont chargés de faire en sorte que les directives anticipées soient appliquées une personne. Il peut y en avoir plusieurs. Alors, donc je vois en tout cas que à chaque fois qu'on est confronté à ce genre de situation, on se replonge dans les lois et dans les études de droit. C'est ce que vous avez fait, vous, François. Oui, j'ai vous avez commencé même à cause de ça. repris vos études, vous, carrément. Oui, j'ai commencé à cause de ça, mais j'y pensais depuis quelques années. Je pense que j'aurais jamais sauté le pas s'il n'y avait pas eu l'affaire, mais quand l'affaire est arrivée, je me suis dit que c'était quand même essentiel de connaître ses droits et de pouvoir défendre quelque chose, une cause. Alors, depuis 2 ans, c'est devant les tribunaux donc que le cas de Vincent se défend. Il y a 2 semaines, nous avons suivi au tribunal administratif de Châlons en Champagne, où vous avez décidé d'attaquer le CHU pour les obliger à arrêter l'alimentation et l'hydratation artificielle de Vincent. On vous a suivi, on en parle juste après. Depuis son accident de voiture en 2008, Vincent Lambert se trouve dans un état dit végétatif. Pour ses parents, l'idée d'arrêter les soins est inconcevable. Il y a toujours ce petit espoir, et c'est peut-être lui qui déciderait de sa vie. S'il reprend, il peut se réveiller, ça existe. Mais le neveu de Vincent Lambert, François, a décidé de poursuivre les actions en justice. Aujourd'hui, c'est un jour important parce que j'ai fait un recours devant le tribunal administratif pour que le CHU de Reims arrête enfin les traitements de Vincent, pour qu'il puisse enfin partir. Et donc il y a une plaidoirie là tout à l'heure à 15h, avec tous les avocats qui vont plaider, et surtout le rapporteur public qui va donner une solution, qui est en général suivi. Ça fait 7 ans jour pour jour que Vincent a eu son accident de voiture. Il a eu le 29 septembre 2008, on est le 29 septembre 2015, donc c'est symboliquement, je trouve, assez fort. J'espère que le tribunal administratif nous donnera raison. Malheureusement, c'est souvent un feuilleton judiciaire qui s'étend en longueur. Plus il s'étend, moins en fait on s'attend à ce que ça s'arrête. Je pense qu'au final, les traitements de Vincent seront arrêtés. J'espère pouvoir lui dire très rapidement adieu. C'est combatif et déterminé que François rejoint son avocat, maître Laurie à Châlons en Champagne, pour la 8e procédure. Là, je suis pas très stressé, j'ai même plutôt bien dormi, alors que d'habitude j'ai toujours du mal à dormir avant les échéances. J'attends que le tribunal administratif annule les décisions de refus d'exécution de la décision d'interruption de traitement qui a déjà été prise et qu'il enjoigne au CHU de bien vouloir appliquer la décision qu'il a prise et qu'il se refuse d'appliquer pour des raisons que je ne comprends pas. L'audience est ouverte, veuillez prendre place. Après plus d'1h30 de plaidoirie des différentes parties, François Lambert et son avocat maître Laurie sortent plutôt satisfaits du tribunal.
Vous êtes déçu? Non, parce qu'en réalité, je m'attendais à pire que ça. C'est-à-dire, je pensais qu'on considérait qu'aucune des décisions que nous attaquions ne faisait grief. Je me sens assez vidé, comme souvent aux audiences. C'est toujours l'impression d'un déjà-vu. Hein. Le rapporteur public a proposé le rejet de ma demande, mais il y a plein de points sur lesquels c'est assez positif. Ils ont voulu dire que je n'étais pas recevable à parler au nom de Vincent. Moi, je pense que j'avais une relation avec lui de complicité que j'avais avec peu de gens dans la famille. Je préférerais que Vincent puisse partir. S'il ne peut pas partir, moi je me dirais que j'aurais fait tout ce que je pouvais. Donc j'aurais aucune responsabilité là-dedans. Voilà, je ne peux pas faire plus. Après la procédure, François rend visite à son oncle. Un moment important pour lui, qui lui rappelle pourquoi il se bat. C'est important pour moi de le voir assez régulièrement et surtout de lui... Ce que je fais, c'est que je lui fais des compilations de musique parce qu'on avait des goûts musicaux assez proches. Et je pense que c'est plutôt ça qui peut lui servir éventuellement s'il entend quelque chose. Mais moi, j'essaie d'y aller, voilà, lui parler un petit peu, lui raconter des choses. Mais c'est, enfin, je me sens inutile à chaque fois en fait. Mais c'est important pour moi de me rappeler dans quel état est Vincent et quand je le vois, fatalement, j'ai des souvenirs qui reviennent aussi. Et voilà, de me rappeler qui il était. Alors, on va préciser qu'au moment où nous enregistrons cette émission, cette décision n'a pas encore été rendue. Et qu'on précisera à nos téléspectateurs ce qu'il en est au moment où l'émission sera diffusée. Finalement, tout ce temps, toutes ces années, on peut se dire qu'au moins, ça aura le mérite de poser un vrai débat et de peut-être faire avancer les mentalités ou la prise de conscience, en tout cas. C'est vrai que pour moi, personnellement, il n'y a pas grand-chose à sauver dans cette affaire. C'est plutôt un naufrage de tout le monde. Et je me dis que si au moins ça pouvait servir à ce qu'on tire les leçons de ce qui s'est passé, ce serait une bonne chose. L'intérêt, c'est que on parle au moins. On n'a jamais autant parlé des directives anticipées. Ça peut convaincre les gens à faire ce genre de directives anticipées. Ça fait parler, ça fait avancer les mentalités. Maintenant, sur le plan législatif, j'ai l'impression que malheureusement, ça ne change pas grand-chose. Et sur le plan humain, pour Vincent, ça ne change absolument rien. C'est aussi une certaine usure à force de se battre pour quelque chose qui finalement, on a l'impression n'arrivera jamais, quoi. Michel apparemment mène également ce combat pour faire avancer les choses et les mentalités. On va revenir à ce qui s'est passé avec votre femme. De quoi souffrait-elle ? Alors, elle a été victime d'un accident médical. Elle a été opérée d'un hallus valgus. C'est une excroissance osseuse qui se développe à la base du gros orteil. Une chirurgie courante, mais qui s'est très très mal passée, avec des complications. Alors, ce pauvre pied a subi 3 opérations successives, 3 années de douleur, et il a gardé des séquelles neurologiques qu'on appelle des douleurs neuropathiques. Donc des douleurs extrêmement aiguës. Alors ces douleurs neuropathiques, ce type de douleur a 3 caractéristiques. Elles sont d'une violence inouïe au maximum sur l'échelle de la douleur. Elles sont permanentes, même au repos, invasives, et surtout, elles résistent à tous les traitements antalgiques, même les plus puissants actuellement connus. Rien ne les soulage. Imaginez-vous une douleur permanente et insupportable. C'est-à-dire qu'on ne dort pas, on dort on pas, est fatigué, on dort donc la mal, fatigue... on ne peut rien faire. La femme ne pouvait même plus se concentrer pour lire. Elle n'était plus capable d'utiliser des outils de communication numérique. Elle n'avait plus rien de la vie et elle n'avait qu'une envie, c'était de mourir. Elle vous en a parlé ? Bien sûr qu'on en parlait, bien sûr. À quel moment elle a commencé à vous en parler ? Alors, si vous voulez, on a tout fait pour essayer de s'en sortir. Donc, elle était prise en charge par un centre de la douleur et par un neurologue. Elle a beaucoup consulté, des consultations spécialisées. Elle était hospitalisée 2 fois, une fois dans une clinique spécialisée dans le traitement de la douleur à Marseille, une autre à Garches. Et à chaque fois, ça a été un échec. Et donc, elle a été déclarée même par la médecine en échec thérapeutique, terme médical, pour éviter de dire que son cas est incurable. Alors, le problème, c'est qu'elle était très jeune et elle n'était pas en fin de vie. Non, elle n'était pas en fin de vie. Donc,
même en ayant exprimé le souhait de mourir et d'être soulagée de tout cela, elle ne pouvait pas entrer, par exemple, dans un service de soins palliatifs. Alors, elle a supplié le service de soins palliatifs de Clermont-Ferrand de l'accueillir, mais il était hors de question de prendre en charge une femme de 60 ans qui n'était pas en fin de vie et qui n'avait pas de maladie dégénérative connue. Ça, c'est Donc, encore une autre situation aucune issue. qui n'est pas prévue Aucune par issue. la Rien n'est loi. prévu puisque les demandes d'aide active à mourir sont absolument impossibles à formuler en Parce que France. votre femme n'avait aucun traitement pour la maintenir en vie en réalité. Elle était maintenue en Non, vie non, comme non, ça. non. Mais elle C'était était pas bien du tout un vivante. pronostic vital engagé du tout. Non, non, ce processus vivante, mais vital avec n'était une pas peur engagé. invivable. Elle aurait Voyons, il faut retirer un traitement elle aurait pour pu que la personne vivre, je parte. sais pas moi, S'il y a pas de mourir traitement, de toute autre chose dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et vous, comment vous avez cheminé psychologiquement? Parce qu'il faut justement accepter l'idée que votre femme n'est pas en fin de vie et qu'elle choisisse de partir. C'est pas évident non plus à Eh bien, accepter. écoutez, tous ces douloureux chroniques sont à un moment donné abandonnés par la médecine quand le coup près tombe, quand on leur dit qu'ils sont en échec thérapeutique. Et donc, à ce moment-là, toutes les personnes dans ce cas-là, eh bien, pensent à mettre fin à leur vie eux-mêmes. Alors, c'est évidemment dramatique. Elle a essayé, à un moment donné, d'envisager tous les moyens possibles, imaginables de se suicider, tous plus horribles et abominables les uns que les autres, et tous inacceptables à mes yeux. Quand sa demande est devenue plus pressante, je lui ai dit que je l'avais entendue, mais que je ne voulais pas, que je voulais pour elle une mort douce, une belle mort, à l'image de sa vie. Il faut qu'à un moment laisser à une personne la liberté de choisir de mettre fin à sa vie. Donc ça quand veut dire elle devient qu'il faut intolérable. Il faut passer donner outre cette liberté. Voilà. son ego et Voilà. son choix personnel et Voilà. son bonheur personnel. Voilà. Et donc Voilà. c'est compliqué tout ça. C'est compliqué Et tout c'est ça. aussi un acte d'amour ultime C'est ce finalement qu'on que dit, oui. d'offrir. On dit que c'est un acte d'amour ultime, oui. Donc vous avez choisi la Suisse parce que là-bas c'est possible. Eh bien, là-bas, c'est possible. Donc, étant donné que moi, je n'acceptais pas les solutions suicides, je lui ai dit qu'on pouvait étudier la possibilité en Suisse, avec l'aide de l'ADMD, l'Association pour le droit Vous auriez à pu mourir. aller en Belgique de la même façon? Non, c'est en Suisse dans ce cas-là, oui. Parce qu'en Belgique, je fais juste une petite parenthèse, c'est possible, mais il faut être suivi médicalement par un médecin en Belgique. Ah, d'accord. Voilà, tandis que la Suisse accueille des ressortissants de tous les pays. Donc j'ai fait toutes les démarches nécessaires auprès d'une association qui s'appelle Life Circle. Et donc Mireille a eu, avec l'assistance du docteur Erika Preissig en Suisse, a pu mourir dans le confort, en toute sécurité, en pleine sérénité. Donc vous êtes partis tous les deux là-bas? On est partis tous les quatre, pardon, avec mes deux enfants. Voilà, ils ont voulu accompagner leur mère jusqu'au bout. Donc c'est une discussion que vous avez eue avec vos enfants? Alors les enfants ont été prévenus dès qu'on a eu le feu vert en Suisse. Voilà, ils sont venus tout de suite, ils ont demandé un congé à leur employeur, ils sont venus tout de suite, on en a parlé, et ils ont tenu à accompagner leur mère en Suisse. Ils ont compris et Bien respecté. sûr qu'ils ont compris, donc il y a eu bien sûr une grosse réaction émotive, mais ils ont bien sûr compris la situation, ils savaient bien que leur mère ne pouvait plus continuer à vivre ainsi. On a du mal à imaginer une femme jeune, en toute conscience, qui s'en va comme ça avec son mari et ses deux enfants pour le dernier rendez-vous.
Comment ça se passe? Vous vous êtes dit au revoir? Vous êtes allés, Bah, vous avez dîné ensemble? C'est évident. On a pris un dernier dîner ensemble. Enfin, Mireille n'a pas mangé du tout. Elle ne pouvait plus s'alimenter. C'était l'horreur. Mais on a pris un dernier dîner ensemble qui était très, très émouvant. On s'est raconté tout un tas de choses. De quoi on parle à ces moments-là? On parle de sa vie, de tout, de l'avenir, vous voyez bien, on parle de nous, des petits-enfants, on parle de tout un tas de choses, de ses dernières volontés. Et puis, en tant que mère, elle a été rassurante auprès des enfants. Elle a dit qu'elle allait être soulagée, qu'elle était contente, qu'elle était heureuse de cette solution. Est-ce qu'il faut avoir une force de caractère exceptionnelle pour... Elle était très courageuse, oui. Il faut Oui, une force de caractère exceptionnelle pour accepter la mort. Mais vous savez, quand c'est inéluctable et quand il n'y a pas d'autre solution. Est-ce qu'elle était en colère contre... Est-ce qu'elle a vécu sa maladie, sa souffrance comme une injustice? Bah oui, une injustice, d'avoir tous ces problèmes. Après avoir subi une opération qui paraissait banale, c'est évident, quoi. Des regrets de s'être fait opérer, il y a tout ça qui traverse l'esprit. Qui a eu le geste final? Alors c'est elle, hein. En Suisse, ça s'appelle pas un suicide assisté, ça s'appelle une mort volontaire assistée. C'est-à-dire que ça se passe de manière très 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 simple. Le médecin pose une perfusion, met dans la perfusion un barbiturique très 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 puissant. Voilà. Demande à Mireille si elle veut bien mourir, pourquoi elle veut mourir, si elle sait bien ce qui va se passer au moment où elle va libérer la perfusion. Et puis Mireille a répondu bien sûr positivement et le médecin lui a dit « vous pouvez appuyer ». Avec ce produit létal, l'endormissement est intervenu au bout de 30 secondes. On a juste eu le temps de se dire au revoir, de se tenir par la main. Et puis le cœur a cessé de battre au bout de 3 minutes, mais vraiment, elle n'a pas bougé, aucun soubresaut, rien. Ça s'est passé d'une manière très simple, très 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 naturelle. Il faut dire que le médecin qui nous a accueillis est une femme exceptionnelle, très très chaleureuse, sereine, pleine d'humanité et qui a beaucoup de compassion pour la souffrance humaine, chose qu'on n'a pas du tout rencontrée en France. C'était il y a combien de temps? Elle est morte le 27 octobre 2014. Voilà, donc il y a un an précisément. Voilà, presque un an. Et vous? Comment allez-vous? J'ai passé des périodes extrêmement, extrêmement difficiles, mais j'ai des enfants formidables, des petits-enfants merveilleux, j'ai des amis fidèles. Et depuis quelques semaines, ça va un peu mieux. J'envisage même de reconstruire ma vie. Aucun regret? Ah ça, aucun regret. Aucun regret. Il n'y avait pas d'autre solution. Vous voyez, si je témoigne ici, c'est absolument pas pour exhiber le drame qui nous est tombé dessus. Raconter mon histoire me paraît absolument essentiel pour faire comprendre comment et pourquoi choisir de mourir est une chose, est une alternative auquel on ne peut pas échapper dans certaines situations. Bien sûr. Reconstruire votre vie, c'est envisager l'amour à nouveau? Écoutez, ça, c'est mon problème. Je vous le souhaite. Paul, lorsque la loi Leonetti a été promulguée en 2005, cela faisait donc 7 ans que votre fils Hervé était cloué sur son lit, sans espoir d'en sortir. Donc, comment vous avez accueilli cette avancée législative? Il faut savoir d'abord qu'avec Daniel, on a suivi au jour le jour l'évolution de cette loi. On l'a vu se construire, on écoutait les différents témoignages des différentes auditions, on a acheté les livres également qui en parlaient, et
on a vite compris avec Daniel que cette loi n'allait, nous parents, que nous autoriser, dans l'état dans lequel se trouvait Hervé, que de laisser partir Hervé par manque d'alimentation et d'hydratation. Ça, on l'a vite compris, on a eu du mal à l'accepter, mais pour libérer Hervé, c'était la seule solution. Alors, quand la loi est sortie, a été votée, je me rappelle bien avoir téléphoné à M. Jean Leonetti en lui demandant si le décret d'application était sorti. Il m'a dit oui, vous pouvez y aller. Et nous avons fait notre requête aux médecins qui s'occupaient, enfin à l'équipe médicale qui s'occupait d'Hervé. Et on avait l'impression que le ciel venait de leur tomber sur la tête, parce que c'était, comme vous le disiez tout à l'heure, un des premiers cas d'application de la loi Leonetti. Alors, petite ville provinciale où il leur tombe ça sur la tête du jour au lendemain. Ils ont changé d'attitude. Nous avions d'excellents rapports avec eux. Et du jour au lendemain, on a senti un braquage de la part des médecins. Et pour vous en donner un exemple très précis, tous les entretiens que nous avions avec le médecin traitant avant se faisaient lui en face de nous. Et dès que nous avons formulé notre requête, l'infirmière en chef venait s'asseoir aux côtés du médecin pour qu'il y ait un témoin des différentes discussions. Voilà. Alors, donc vous seriez passé de ça, j'imagine. J'imagine, oui, bien sûr. À ce moment-là, ouais. vous seriez passé de cette hostilité que vous avez sentie. Voilà, mais pas. Alors je précise bien, nous on a eu affaire à des infirmières et des aides-soignantes adorables pendant 8 ans et demi. Mais alors d'ailleurs, quand on les revoyait ensuite, on se prenait dans les bras les uns des autres. C'était des pleurs, c'était. Mais on a eu des médecins qui refusaient d'appliquer la loi Leonetti, parce qu'on s'est battu quand même pendant 18 mois pour faire appliquer la loi. Ils refusaient d'admettre que l'alimentation et l'hydratation par sonde gastrique étaient un traitement. Ils le considéraient que c'était un soin. Et partant de ce principe, ils disaient non, on ne le fera pas, on ne le fera pas. Donc, c'est plus possible. Maintenant c'est terminé, oui. Maintenant, c'est fini. Alors donc, au bout de combien de mois vous avez dit d'acharnement ? 18 mois. De bataille avec les médecins. 18 mois. Ah oui, oui. On a fait intervenir les plus hautes instances. Donc finalement, ils ont décidé d'arrêter donc l'hydratation et l'alimentation, c'est ça ? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé alors dans les jours qui ont suivi ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que, entre-temps, avant d'avoir cette application, il a fallu, tout doit se passer de manière collégiale. Et dans la collégialité, il fallait qu'un médecin extérieur vienne à l'hôpital où Hervé était traité pour donner son avis. Et là, Jean Leonetti, que j'avais contacté, a envoyé vraiment ce qu'il y avait de plus haut dans le domaine. C'est le professeur Régis Aubry, qui vraiment est à la tête actuellement de l'Observatoire de la fin de vie. Donc il est venu à Saumur, il a discuté avec... Il est d'abord allé voir Hervé et il a dit si la loi Leonetti ne s'applique pas à Hervé, elle ne s'applique à personne. Donc ensuite, il a discuté avec les médecins, les infirmières, les aides-soignantes et il nous a reçus également en tête à tête. Et il est resté pendant 2 jours à Saumur. Et il nous a bien expliqué que Hervé était en état végétatif et qu'il n'était pas nécessaire de le sédater. Et donc, il a dit ça, il l'a dit, il l'a écrit, et les médecins et les infirmières, toute l'équipe médicale a appliqué les consignes du professeur Régis Aubry, qui donc, voilà. Et à chaque fois que nous... oui, vas-y, tu peux y aller. Oui, j'ouvre une petite parenthèse. Il a préconisé ce protocole, pensant que le fait de donner des antidouleurs à notre fils allait retarder son décès. D'accord. C'est pas dans le but de porter atteinte. Donc finalement, ils ont décidé d'arrêter l'hydratation et l'alimentation. Oui. Et donc votre fils s'est éteint au bout de 6 jours. De 6 jours, mais 6 jours cauchemardesques. Hervé faisait des bonds dans son lit. Il avait ce que les médecins appellent des troubles hydroélectrolytiques. C'est simple. Si on voit une personne en crise d'épilepsie, c'était exactement ça.
comme si Hervé était donc en crise d'épilepsie et le 5e et le 6e jour, c'était vraiment atroce. Et ce 6e jour, on a hurlé, mes filles et Daniel et moi, dans la chambre, en jurant et en faisant la promesse que ce qui arrivait actuellement à Hervé et ce qui nous arrivait, on allait se battre pour que ça n'arrive pas à d'autres. Alors depuis 2006, nous nous battons, on commence à être fatigués, je vous assure Sophie, oui. On commence à être épuisés, mais on se bat pour que ce qui lui est arrivé, ce qui nous arrive, n'arrive pas à d'autres. Alors on a ouvert un blog, le blog des parents d'Hervé Pierrat, où on traite que de ce sujet et où on parle de la fin de vie et des états végétatifs. Votre fils s'est éteint quel jour, quelle date, pour qu'on lui rende hommage aujourd'hui? Si vous voulez, la sonde gastrique a été enlevée le 6 novembre et Hervé s'est éteint le 12. Un mot du docteur sur ce combat de parents qui refusent que... Voilà, je connais bien, on a beaucoup parlé avec monsieur et madame Pierrat de cette situation et je partage, ils le savent, leur indignation sur la façon dont les choses se sont passées. Elles ne se sont pas passées comme elles doivent se passer, je l'ai dit, je le redis. Ce n'est pas comme ça que les choses auraient dû se passer et il aurait fallu, et aujourd'hui encore une fois, la loi l'impose. Et c'est ce qu'on a appelé une sorte d'amendement Pierrat, vous le savez bien. Aujourd'hui, les médecins ne peuvent plus laisser des patients chez qui on décide légitimement d'arrêter l'acharnement thérapeutique, donc d'arrêter la nutrition et hydratation artificielle, ne peuvent plus les laisser dans une situation qui peut légitimement être considérée comme de l'inconfort. Donc il faut mettre en place des traitements qui évitent les manifestations terribles qui viennent d'être racontées. Donc moi je partage cette indignation. Je ne voudrais pas qu'on imagine par contre que lorsqu'on fait une limitation de traitement de maintien artificiel en vie, c'est-à-dire lorsqu'on arrête la nutrition et l'hydratation artificielle par exemple, il y a obligatoirement de la souffrance. Il ne doit pas y en avoir. Et on doit, nous les médecins, faire ce qu'il faut en termes de pratiques sédatives, d'utilisation de traitements sédatifs pour que la façon dont s'est passée l'agonie de Hervé Pierrat ne se reproduise pas. Et moi, je partage ce combat avec monsieur et madame Pierrat pour que ça ne puisse plus se reproduire. La loi, aujourd'hui, l'interdit. Parfait. En tout cas, c'est vous que nos téléspectateurs, Daniel et Paul, retrouveront cet après-midi sur le chat de Toute une Histoire. Ils pourront vous poser toutes leurs questions. Vous pourrez donc continuer votre combat. Merci d'être venu nous voir. N'oubliez pas le hashtag Toute une Histoire si vous voulez continuer de commenter l'émission sur Twitter ou sur Facebook. Merci pour la sincérité de vos témoignages. Merci à vous pour votre confiance. Et n'oubliez pas la rubrique Toute une Histoire dans version fémina de ce week-end. Merci à nos experts d'être venus sur ce plateau. À tout de suite pour un nouveau numéro de l'Histoire continue sur le thème de la schizophrénie. Et d'ailleurs, nos invités sont déjà dans nos coulisses. À tout de suite. Merci beaucoup. Au programme de notre prochaine émission, des histoires d'amour romanesques. Des années plus tôt, elles étaient folles de cet homme. Il travaillait avec mon père. Je l'ai rencontré chez mes parents quand j'avais 12 ans. C'était avec ma sœur, avec qui il flirtait. Il était complètement inaccessible. J'ai dit à ma sœur, ce Richard, un jour, il sera mon mari. Et quand elles l'ont recroisé... C'était en Italie. Alexandre m'a appelé pour qu'on aille passer ensemble une journée en bateau au large de Capri. Quand nous sommes revus, je lui avais réservé un hôtel, etc. Il n'est pas chez moi. Des rebondissements. On se retrouve, donc je m'attendais à le voir avec sa femme, etc. Et il m'a dit, bah écoute, il faut que je te dise quelque chose. Des retrouvailles enflammées. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est couché. Dans Toute une Histoire, le destin fait bien les choses.